Je Bonjour suis, Nathalie. je suis ravie de pouvoir vous interviewer parce que maintenant, vous venez de publier votre troisième roman. Le premier nous avait absolument enthousiasmés, Les Déracinés. Nous attendions la suite, puis la suite de la suite, qui est enfin arrivée. Alors moi, j'ai quand même une toute première question, c'est que j'aime bien, avant de vous poser des questions directement sur le livre, vous poser des questions sur vous en tant que femme, en tant qu'auteur. J'ai essayé de trouver des choses sur Internet. Tout ce que j'ai trouvé, c'est qu'en fait, vous êtes une amoureuse de la République dominicaine. Ça, nous l'avons compris. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vous? Comment est-ce que vous vous présenteriez en tant qu'auteur et que femme de lettres? Femme de lettres, effectivement. C'est difficile de se présenter. Moi, j'ai un itinéraire un peu chaotique. J'ai zigzagué entre les milieux publicitaires pendant une vingtaine d'années, la formation. Donc, j'ai été formatrice en communication pendant une quinzaine d'années. J'ai fait de l'enseignement également, toujours dans les métiers de la communication et du marketing. Et en parallèle, donc, pour mon plaisir, j'écrivais, et puis j'ai eu un accident de vie qui m'a amené à me dire c'est maintenant ou jamais. Donc je me suis lancée dans l'écriture à ce moment-là. Voilà. C'est peut-être un petit peu restreint, mais c'est vrai que bon, c'est comme une nouvelle vie. Donc effectivement, peut-être que ce qu'il y a eu précédemment n'est pas forcément fondateur de ce que je vis aujourd'hui avec l'écriture, avec la publication de ce roman, de ces romans. Donc voilà. Alors, en fait, c'est pas vraiment une vocation, disons que c'est un appel à témoignage, cette trilogie, c'est. Alors, un appel à vocation, j'ai toujours écrit, j'ai toujours lu d'abord. Je crois que il faut commencer par là. La lecture, c'est effectivement le point de départ. J'ai lu depuis mes 4 ans, 5 ans. J'ai été fan de, de toutes ces belles collections pour enfants, des clubs des 5, etc. Bon, Alice et compagnie. Il faut partir de là, de la lecture. Après, l'envie d'écrire, elle a toujours été présente, mais finalement, professionnellement, c'est pas si simple que ça quand on a un métier, etc. Donc moi, j'étais plutôt dans le marketing. La publicité m'a quand même beaucoup aidé à mettre les choses en images, à mettre les choses en mots aussi. Et puis en parallèle, donc, toujours cette envie d'écrire qui s'est concrétisée finalement dans une première étape avec des guides touristiques. C'était une façon d'écrire sur les pays, puisque ma deuxième passion, c'est le voyage, ou ma première passion, c'est le voyage. Écrire des guides touristiques, et c'est au cours de ces voyages que j'ai rencontré effectivement une personne qui m'a ouvert un peu le chemin de l'écriture, voilà, et donc qui a fait de moi plus ou moins, on va dire, une porteuse d'histoire en me racontant son histoire, qui est l'histoire des Déracinés, et que j'ai décidé de la mettre en musique, voilà. Alors, il y a l'écriture, mais bon, voilà, c'est déjà un beau parcours que vous nous avez montré là. Donc aujourd'hui, vous habitez à Paris ou en tout cas en France, enfin, mais vous avez quand même vécu en République dominicaine pendant un certain nombre d'années. Qu'est-ce qui vous a attiré en République dominicaine, puisque c'est quand même le sujet finalement de votre livre, hein, vos livres, hein, vos personnages? Oui, ce qui m'a attiré là-bas, c'est ce qu'on peut lire peut-être à travers les lignes, c'est la douceur de ce pays, c'est l'accueil des gens sur place, c'est la beauté naïve des paysages et des gens d'ailleurs, c'est la musique c'est l'hédonisme, c'est tout ça, ce sont les couleurs, les odeurs, l'absence de pollution, la mer absolument fabuleuse, les collines merveilleuses, enfin c'est tout ça. Donc c'est un pays qui vous happe, sous le charme duquel je suis tombée. Et effectivement, j'y suis restée, j'y ai passé pas mal de temps. J'ai écrit beaucoup de livres, beaucoup de guides touristiques, un livre de photos sur ce pays. Et c'est une façon aussi, à travers cette fresque, de le faire connaître, parce que c'est un pays qu'on ne connaît que pour ses plages et qu'il y a beaucoup d'autres choses à raconter ou à montrer.
et à offrir. Et donc voilà, la fresque des déracinés, c'est aussi une façon de raconter la République dominicaine au travers de l'histoire de cette communauté juive qui s'est implantée en 1940. Oui, donc vous êtes vraiment une amoureuse de la République dominicaine. On peut le dire, on le lit sur Internet et on peut vraiment le dire. Alors maintenant, en fait, si on revient justement à... En fait, vous avez abordé, vous vouliez, je pense, écrire sur la République dominicaine. Et puis, vous avez... Comment est-ce que vous avez eu donc connaissance de cette histoire? Comment ça s'est passé? Euh, Mais ça, c'est une rencontre qui a eu lieu il y a une trentaine d'années. Quand j'écrivais mon premier guide touristique sur le pays, donc j'ai rencontré un vieux monsieur qui m'a dit si vous écrivez sur mon pays, il faut que vous connaissiez mon histoire. Et voilà, je suis allemand, je suis juif et je suis arrivé à 20 ans. À l'époque, il en avait 80. Donc, il m'a raconté son histoire. Il m'a fait rentrer finalement à pieds joints dans une histoire qui était tellement romanesque et tellement improbable que je me suis dit un jour, il faudrait que j'écrive un roman. Si j'en ai le courage, j'écrirai le roman de ces gens-là. Il m'a montré ses photos, il m'a fait rencontrer ses amis. Donc, c'était vraiment comme rentrer dans un roman, pousser la porte d'une histoire totalement méconnue, que moi je ne connaissais pas et dont je me suis rendu compte par la suite que très peu de gens la connaissaient, donc une miette de la grande histoire, et rentrer aussi dans la vie de ces gens, dans leur itinéraire, dans la façon dont ils avaient reconstruit leur vie à partir d'un drame, le nazisme. Voilà, c'est une rencontre, et puis les années ont passé jusqu'à ce que finalement un jour je me décide à prendre la plume, et ce qui a finalement déclenché cette nécessité, je dirais, c'est le décès de ce monsieur. Il est mort, c'était le dernier des pionniers de cette colonie. Il est mort à 101 ans en 2011 et je me suis dit à ce moment-là, il n'y aura plus personne pour en témoigner directement. Il m'a fait cadeau de cette histoire, je vais la raconter. Voilà, c'est aussi simple que ça. ouais, c'est une belle histoire que cette histoire. Et Euh, je crois aux signes, en fait. Je crois beaucoup aux signes, je crois aux mains tendues. Et là, pour moi, c'était un signe que j'avais repéré depuis longtemps, que j'avais pas concrétisé. Mais le second signe, ça a été effectivement quand j'ai appris son décès et ça a été le déclencheur pour moi. Donc oui, c'est une histoire de transmission finalement. Euh, c'est une histoire de devoir de mémoire, presque, parce qu'effectivement, très peu de gens connaissent cette histoire et je pense elle serait en tout cas pas arrivée jusqu'au public français, jusqu'au lectorat français si je ne l'avais pas écrite, parce que euh, les seules personnes finalement à la partager sont les descendants des pionniers qui ont construit cette ville de Sossois, qui est aujourd'hui une belle station touristique. oui, mais aujourd'hui, grâce à vous, finalement, beaucoup de gens connaissent cette histoire et vraiment votre témoignage est important. Et justement, je me demandais, parce que certes, ce vieux monsieur vous a raconté l'histoire, mais après, j'imagine qu'il y a une part de documentation assez importante. Ou est-ce que quelle est la part de documentation dans cette trilogie qui à nous paraît très romanesque et voilà, enfin, qui coule de source. Mais j'imagine que ça n'a pas coulé de source comme ça. Non, mais comme je vous le disais, c'est un projet qui a mûri finalement lentement pendant une trentaine d'années. Et donc, régulièrement, quand j'étais en République dominicaine, effectivement, je me documentais, j'allais récupérer des documents, des photos. Il existe un énorme fonds photographique sur cette aventure, puisque les descendants des pionniers ont ouvert un musée virtuel. Donc, pour tout ce qui est ambiance, les scènes d'époque, etc., il y a énormément de photos. Donc, je me suis documentée sur ce musée, auprès du Joint aussi, les archives du Joint, qui est donc on va dire, c'est l'équivalent d'un lobby juif américain. C'est une énorme organisation, une ONG qui, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, a facilité l'installation de juifs un petit peu partout dans le monde et les a financés. C'est d'ailleurs le Joint qui a financé le projet de création du kibbutz en République dominicaine. Donc les archives du Joint, également les archives nationales dominicaines, puisque tout ce qui avait trait à la dictature de Trujillo, c'était le plus bel endroit pour trouver les informations. Puis des lectures aussi, des lectures de romans sur Cuba,
témoignages sur cette partie du monde, sur la vie des dictateurs. Donc, oui, c'est beaucoup de lectures, beaucoup de recherches, mais avec un grand plaisir parce que ça a été extrêmement enrichissant. Et c'est vrai que maintenant, je connais l'histoire de ce pays encore mieux. Et c'est un grand bonheur pour moi. Et du coup, vous avez rassemblé la documentation, et puis un jour, vous vous êtes dit, ça y est, c'est bon, c'est le moment d'écrire. En fait, vous savez, on est très curieux de savoir comment se fabrique un livre, parce que chaque écrivain a ses petites recettes. Oui, j'avais commencé à écrire et puis il fallait trouver des personnages, donc ça c'était plus compliqué parce que les faits historiques étaient là, la mosaïque de tous les événements historiques était là, mais c'est la construction des personnages qui était plus complexe parce qu'il fallait que je trouve des personnages capables de porter cette histoire, qui ne soient pas des personnages vivants mais qui s'en inspirent et qui finalement mes personnages sont faits d'un millier de petits éclats de personnages vivants. Donc en fait, dans ce roman, tout est vrai. En tout cas, dans le premier, tout est absolument vrai. C'est-à-dire que comme il s'agissait de l'histoire de personnes qui ont existé, comme il s'agissait pour moi presque d'un devoir de mémoire, je ne voulais pas que le roman s'écarte de la réalité. Et donc, le moindre détail que j'ai pu glaner, le nom des rues, le nom des hôtels, le nom des cafés de l'époque, j'ai voulu absolument que ce soit juste. Pour prendre un exemple, par exemple, Alma est dentiste. Ça m'arrangeait qu'elle soit dentiste parce que je voulais que mon héroïne soit une femme moderne, un peu en avance sur son temps. Mais le dentiste de cette colonie était une Allemande. Donc j'ai vraiment taillé mes personnages et je les ai façonnés, je dirais, avec ce que j'ai appris des gens sur place. De la même façon, son mari Will donc, est journaliste. Le journal qu'il crée, La Voix de Sossois, est un journal qui a existé, qui s'appelait La Voix de Sossois. Donc tous les détails sont vrais. Alors peut-être que le lecteur ne s'en rend pas compte, mais moi je sais que c'est vrai. Et je sais que les gens qui l'ont lu sur place, les gens de la deuxième, de la troisième génération, comme ils s'appellent, ils ont été fascinés parce qu'ils m'ont dit c'est exactement ça, c'est vraiment ça. Mais je crois qu'on peut arriver à ce niveau de précision et d'exactitude que quand on connaît vraiment bien le terrain. Et c'est vrai que c'est un terrain que je connais bien. Alors justement, jusqu'à présent, on a beaucoup parlé finalement de la réalité et de l'histoire, avec un grand H. Peut-être que pour ceux qui nous écoutent, parce que je suppose que beaucoup d'entre eux ont lu au moins Les Déracinés, peut-être que vous pouvez juste nous retracer en quelques mots les personnages principaux pour que en fait, les auditeurs comprennent bien quel est le nœud, le résumé de l'histoire. Alors, en fait, je me suis attachée à ce que chacun des romans puisse se lire séparément et traite finalement, est une vraie fin, et traite d'un point ou d'un thème spécifique. Donc le premier, Les Déracinés, c'est effectivement la création de cette colonie juive, donc de ce kibbutz au départ en République dominicaine. Effectivement, Will et Alma se rencontrent à Vienne dans les années 30. C'est un jeune couple de la grande bourgeoisie, surtout elle d'ailleurs, la grande bourgeoisie viennoise, des intellectuels, absolument pas préparés à ce qui leur arrive, absolument pas conscients que le nazisme peut effectivement aller jusqu'à les expulser de leur propre pays, et parce que ce sont des juifs qui s'estiment très intégrés dans la société viennoise. Et donc, on va les suivre. Et leur itinéraire est un itinéraire qui, d'ailleurs, est composé des itinéraires des pionniers de cette colonie. Donc, on va les suivre de 1930 à 1961 dans la montée du nazisme d'abord, ensuite, effectivement, leur itinéraire jusqu'en République dominicaine et la reconstruction de leur vie. Le roman s'arrête en 61 avec l'assassinat du dictateur. C'est une page de la vie de la communauté et de la République dominicaine qui se tourne à ce moment-là. Le deuxième volume, l'américaine, c'est c'est un roman un peu plus intimiste et peut-être plus féminin à mon avis. C'est l'histoire de Ruth, donc la fille qui est née en République dominicaine en 1940. Et ce qui m'intéressait, c'était d'explorer un peu cet abîme identitaire, cette espèce de quête qu'elle va devoir mener pour prendre en main sa vie et pour décider qui elle est.
c'est une réflexion que j'avais eue avec des personnes aussi sur place, que cette identité mixte, cette espèce de métissage entre une terre de naissance dans les Caraïbes hispanophones et complètement aux antipodes de ce qu'on pouvait, de ce qu'ont connu ses parents. Le passé des parents est assez dramatique. Euh, Beaucoup d'enfants de la deuxième génération, on leur a caché, les parents ne leur ont pas raconté cette histoire dramatique, tout simplement pour les élever dans le plus grand des bonheurs. Et donc, le deuxième volume va traiter de toute la quête identitaire de Ruth. C'est un roman peut-être plus féminin, puisqu'elle est entourée de personnages féminins. Donc, il y a sa mère, d'une part, qui est en République dominicaine, sa tante qui est à New York et sa marraine qui est en Israël. Donc, autour de ces trois femmes, elle va aussi voyager, elle va décider de faire des études aux États-Unis, elle va se construire et elle va révéler la femme qu'elle doit être. Voilà. Et le troisième donc, commence quand Ruth a pris une décision qui n'étonnera personne, c'est-à-dire qu'elle s'installe en République dominicaine. Et on va parler là de sa maturité donc, de la vie de sa femme. C'est un roman qui va traiter, comment dire, de la construction, de la reconstruction d'une vie, la construction et des chemins un petit peu de traverse que prend la vie, des pièges que la vie peut vous tendre. C'est un roman qui traverse les années 70, donc jusqu'en 1980, et on va suivre toujours au travers des trois pays, des trois pôles géographiques, République dominicaine, États-Unis et Israël, l'ère du temps aussi, donc avec le mouvement hippie, la guerre du Vietnam, etc., les troubles politiques en République dominicaine, puisque le pays vit sous une deuxième dictature, finalement, un dictateur en remplace un autre, même si celui-ci, il est maquillé sous les dehors d'un démocrate. Voilà. Et puis, il y a aussi dans le nœud de ce roman une histoire d'amitié d'enfance. Ruth va retrouver une amie d'enfance. Et ce qui m'intéressait là dans ce rapport avec cette amie, c'était d'explorer comment deux personnes qui ont été élevées dans le même contexte, cette deuxième génération, certains peuvent en sortir heureux, grandis, et d'autres peuvent en sortir extrêmement cabossés. Et ça va être la confrontation de ces deux héroïnes féminines aussi qui va être un des nœuds du roman. Alors c'est vrai que finalement cette trilogie qui parcourt le siècle traite de l'exil. Est-ce que en écrivant un certain exil, est-ce que vous pensez que aujourd'hui ce livre peut parler à d'autres exilés finalement? Est-ce que c'était Alors, c'est une réflexion que j'ai eue souvent, des échanges avec des lecteurs qui me disaient effectivement il y a beaucoup de résonance avec les problématiques de l'exil, les exils d'aujourd'hui. Alors oui, effectivement, puisque c'est un livre qui traite de la reconstruction, de la résilience, et à chaque fois, il va s'agir de construire sa vie à partir des brisures de l'existence précédente. Donc, oui, il y a effectivement des résonances avec les problématiques d'exil aujourd'hui. La différence, si vous voulez, c'est que c'était pas un exil choisi, c'est un exil subi, comme beaucoup aujourd'hui. En revanche, c'est des gens qui n'ont jamais, dans leur aventure de vie, manqué de rien. C'est-à-dire qu'ils avaient été financés par les Américains. Et donc, si on compare ça à d'autres exils durant la Seconde Guerre mondiale, effectivement, de populations juives, par exemple, ils ont été extrêmement bien encadrés, jusqu'à devenir d'ailleurs une communauté extrêmement prospère, aujourd'hui toujours. Donc oui, c'est peut-être aussi un exemple d'exil réussi, puisque en reconstruisant leur vie dans une terre qui était vraiment aux antipodes de ce qu'ils avaient connu, tant en termes de climat, que de culture, que de langue, que de religion. Enfin, ils sont vraiment dans un autre paradigme, et pour autant, ils vont, à force de travail, de volonté, d'ouverture d'esprit aussi, parvenir à ce métissage, puisque dans le troisième volume, ce qu'on voit aussi, c'est le résultat du métissage, parce que on parle plus d'une famille, on parle d'une tribu, et avec effectivement un métissage important, qui soit culturel ou concrètement au travers des mariages, par exemple. oui, et puis aussi ce personnage de Ruth qui est peut-être aussi un symbole voilà, d'une femme forte. Je trouve que ce personnage est intéressant, c'est-à-dire qu'elle ne reste pas non plus dans
dans sa case, aussi bien voilà, en partant aux États-Unis, puis en revenant. Donc voilà, il y a beaucoup de mouvements. Et moi, ce personnage, je le trouve, oui, iconique, justement, du fait que peut-être que quand on est une femme, voilà, il faut encore plus, parce qu'on est une femme, se pousser et aller jusqu'à jusqu'à sa volonté intime. Alors, bah, Ruth, au départ, enfin, dans le deuxième volume, elle se cherche, elle est toute jeune, et elle se cherche, elle a beaucoup d'hésitation. Elle est très indécise aussi sur ce que ça va devenir sa vie, sur les choix qu'elle va faire, parce qu'elle sait qu'elle doit faire des choix si elle veut avancer. Et c'est un peu vertigineux parce que s'offre à elle finalement des possibilités qui ne s'offrent peut-être pas à tout le monde. Quoique, on peut se dire que aussi les jeunes femmes ou les jeunes d'aujourd'hui ont une multitude de choix possibles. Elle est peut-être un petit peu à l'avant-garde de de ce qu'est la jeunesse aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle est déjà très internationale par la famille dans laquelle elle vit et qui a des antennes un peu partout dans le monde, par aussi le fait que la diaspora initiale de Sosua a éclaté un peu partout dans le monde et qu'elle a des connexions, euh, que ce soit aux États-Unis, en Amérique latine, en Israël, en Europe. Voilà. Et donc, Ruth, effectivement, c'est vertigineux pour elle. C'est un choix difficile et elle va pendant quelques années buter sur ce chemin un peu chaotique qui va l'amener vers son âge de femme. Elle va trouver des embûches et puis elle va les dépasser afin enfin, ça va la construire. Et quand on la rencontre Et la vie reprit son cours, comme le titre l'indique, vraiment la vie reprend son cours. Elle part là d'un bon pied puisqu'elle a pris sa décision. Et là, on sent quelqu'un de beaucoup plus mûr et de beaucoup plus fort. Ce qu'elle n'était pas vraiment dans le deuxième volume, puisqu'elle était encore trop jeune et en quête. Mais effectivement, dans le troisième volume, on la sent beaucoup plus forte, beaucoup plus déterminée dans ses choix. Elle a sa relation avec sa mère s'est apaisée parce que sa mère étant un personnage très flamboyant, une femme très forte et une femme très libre, surtout, même très libre pour son époque et pour son âge. Ruth va s'affranchir un peu de la tutelle, ou en tout cas de l'image de sa mère, pour pouvoir exprimer effectivement ce qu'il y a enfin, le meilleur d'elle-même. Et notamment, donc, elle va faire une carrière de journaliste et elle va diriger le journal de la communauté. Ce qui lui permet d'ailleurs, ce qui lui permet d'ailleurs de garder un œil ouvert sur les événements du monde. Et ce qui m'a permis à moi d'y injecter, enfin, ce métier m'a permis à moi d'injecter dans le roman les grands événements qui me paraissaient importants aux yeux de cette communauté enfin, les grands événements historiques, j'entends. Et Ruth, évidemment, va en rendre compte dans son journal. Donc, ça fait d'elle une femme qui est très internationale, très ouverte, et en même temps très en phase avec son époque, même si c'est difficile pour elle, parce qu'elle est dans la campagne dominicaine, elle est mère de famille, et il faut aussi qu'elle assume cet aspect d'elle-même dans un pays qui est finalement très machiste. En tout cas, c'est vraiment un très très beau personnage. Alors c'est vrai que les personnages entre guillemets secondaires le sont aussi, mais elle, on sent vraiment, surtout dans le troisième roman, enfin elle porte le roman et on a envie d'être avec elle et on a envie d'être son amie. Et enfin voilà, moi je trouve que c'est un personnage vraiment formidable. Euh, et est-ce que vous vous attendiez, est-ce que quand vous avez écrit Les Déracinés, vous pensiez déjà que ce serait une trilogie? Comment ça s'est passé en fait? Parce que moi, il m'avait semblé, quand Les Déracinés sont sortis, que voilà, c'était un roman qui racontait une histoire. Et puis, il y a eu la suite. Alors, Donc, est-ce que vous le saviez, ça? alors effectivement, le premier volume raconte une histoire et on peut en rester là. On peut tout à fait en Oui, rester là et on ne reste pas sur sa fin puisque c'est vraiment, comme je le disais, une date butoir dans l'histoire de la République dominicaine et dans la vie de cette famille. Donc, et d'ailleurs, il n'était pas évident pour l'éditeur de publier un deuxième volume et donc il était juste de terminer sur un roman qui soit un tout en soi. Mais au départ, moi, j'avais l'idée quand même d'écrire 2 volumes. Je voulais écrire euh, La voix du père, puisque dans le premier volume, c'est Will qui parle, c'est principalement lui, et dans le deuxième volume, c'est Ruth qui prend la parole.
Donc je voulais avoir la voix du père et la voix de l'enfant. Je voulais aussi, à travers la voix de Ruth, donc, montrer ce qu'est une jeunesse en République dominicaine, ce qu'avait été la jeunesse de cette deuxième génération et quels étaient ses questionnements. C'était mon idée parce que j'avais rencontré justement des gens appartenant à la première génération. Je parle de génération parce qu'eux-mêmes s'intitulent comme ça, première, deuxième, troisième, ils en sont à la cinquième génération. Donc j'avais rencontré des gens appartenant à cette deuxième génération, nés sur place, donc des dominicains blonds aux yeux bleus, parlant allemand, avec des noms allemands de religion juive. Donc c'est un paradoxe et je voulais aussi donc en parler, raconter ce qu'avait été leur enfance, raconter le bonheur de ce pays pour quelqu'un qui n'a rien connu d'autre. Et donc ça c'était mon projet. Et puis au fil de l'écriture, je me suis rendu compte que le questionnement sur l'identité de Ruth allait plus loin et que ça méritait vraiment, pour moi en tout cas, une vraie réflexion, sa relation avec sa mère, sa relation avec les autres femmes, sa relation avec elle-même, avec le passé de ses parents, comment est-ce qu'elle s'approprie l'histoire de ses parents. Et donc, ça a donné lieu à un deuxième volume. Et puis après, je ne voulais pas laisser mes personnages au milieu du gué. Et voilà. Entre-temps, à vrai dire, il s'est passé quelque chose vraiment, c'est que j'ai compris de façon presque symbolique que ce monsieur qui était mort à 101 ans, c'était une espèce comment dire, d'objectif pour moi que de mener un personnage à 101 ans. Donc j'avais envie qu'un de mes personnages aille jusqu'à 101 ans et finalement incarne cette personne symboliquement, même si c'est un homme, et que probablement le personnage qui ira jusqu'à 101 ans ne sera pas un homme, mais voilà, je pense qu'on va continuer jusqu'aux 101 ans d'un personnage. C'est une espèce de, comment dire, oui, de devoir, presque de mémoire. Enfin, je suis très émue quand j'en parle parce que c'est quelque chose qui s'est un peu imposé à moi. Donc, alors après, il y avait le choix effectivement de faire un volume de 1000 ou de 1500 pages, mais c'était plus judicieux, je pense, de le couper et de faire en sorte que chacun des volumes corresponde à une problématique, un nœud ou des nœuds particuliers. Donc en fait, vous avez posé la plume du premier tome ou roman, et puis vous vous êtes, en fait, il y avait quelque chose qui vous appelait à écrire la suite. Hein. Et pareil pour le troisième. Hein. Et peut-être Oui. le quatrième alors. Oui, d'ailleurs, c'est en partie écrit. C'était en partie écrit dès le départ parce que je savais qu'il y avait des choses sur l'enfance, par exemple, que je ne pouvais pas mettre dans un volume qui s'arrêtait en 1961. Donc, j'avais tellement de choses à dire que oui, il y avait des choses qui étaient déjà en partie écrites et beaucoup dans ma tête. Donc, après, le morcellement en 3 voire 4 volumes, c'est quelque chose qui s'est imposé au fil de l'écriture, parce que les personnages ont pris de l'ampleur, ils ont pris de l'épaisseur, ils se sont mis à vivre des choses que je n'avais pas prévu qu'ils vivraient, et donc tout ça, il fallait le raconter aussi. Est-ce que vous vous attendiez à ce succès dès le premier tome, en fait? Parce que dès le premier tome, beaucoup, enfin, un bouche à oreille, quelque chose s'est installé. C'est devenu un best-seller quand même. C'est une histoire très singulière. C'est une histoire très singulière. Donc au départ, je m'attendais à rien du tout puisque j'avais commencé à écrire le livre et puis je l'avais proposé à des éditeurs qui m'avaient renvoyé des lettres types. Donc j'avais remis l'ébauche de manuscrit dans un tiroir et je l'avais oublié pendant 4 ans. Jusqu'à ce qu'une amie me dise non, tu ne peux pas laisser tomber cette histoire, c'est une trop belle histoire, donc écris-la. Donc là, j'ai poussé l'écriture plus loin et j'ai envoyé aux escales le synopsis et j'ai eu un retour de mail dans les 3 minutes. Donc je me suis dit, oh, c'est pas possible, c'est encore quelqu'un qui me dit, je suis absente du bureau, je vous répondrai à mon retour. Pas du tout. C'était mon éditrice, Caroline Laurent, qui me disait, cette histoire m'intéresse, envoyez-moi le manuscrit. Et donc ça a démarré comme ça et j'ai vu encore une fois un signe. Et puis il y avait aussi autre chose en moi qui disait, puisque moi, simple lectrice lambda, j'ai tellement aimé cette histoire, elle m'a paru tellement intéressante, elle est tellement fascinante, si elle m'intéresse moi, elle va intéresser d'autres gens, d'autres personnes. La seule chose, c'est comment la mettre en musique. Est-ce que j'aurai la force, est-ce que j'aurai l'énergie, est-ce que j'aurai le courage d'écrire tout ça. Donc ça, c'était le challenge, mais
honnêtement, je pensais dès le début que c'était une belle histoire, puisque moi, c'est une histoire, quand on m'a raconté, qui me faisait pleurer. Donc, je me dis, il n'y a pas de raison qu'elle ne plaise pas à d'autres. Et puis, j'avais mes amies, mes lectrices, mes bêta-lectrices, comme on dit. Oui, mais enfin bon, après, il faut avoir le talent de l'écrire, le talent de plaire. Voilà, c'est pas parce qu'on est persuadé qu'une histoire est bien. Moi, le nombre c'est vrai, d'écrivains ou de pseudo-écrivains qui viennent avec un manuscrit en disant mon histoire est géniale et ça n'en devient pas un best-seller. Vous, c'est quand même devenu un best-seller. Mais Donc, comment vous je avez crois, reçu ça en fait? avec beaucoup de plaisir et beaucoup de gratitude. Énormément de gratitude. Le roman, au départ, a été beaucoup porté, beaucoup partagé par la communauté juive qui découvrait une miette de son histoire. Je crois que ça a été aussi un des grands déclencheurs du succès du livre, puisque c'était vraiment un très grand enthousiasme, une très grande bienveillance à mon égard. Et ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc beaucoup de gratitude pour tous les libraires, puisque vraiment le succès du livre est venu grâce aux libraires, grâce aux lecteurs. Donc c'est les libraires qui ont fait en sorte que les lecteurs rencontrent le livre ou que le livre rencontre ses lecteurs. Et puis beaucoup de bonheur, parce que c'est vraiment, effectivement, comme on dit, que du bonheur. Donc voilà, c'est comme une deuxième vie. C'est pour ça qu'on vous parliez au départ d'une première vie ou de ce qu'on a fait avant. Moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est une sorte de deuxième vie et que la vie d'avant, c'était la vie d'avant. Voilà. Et qu'il y a relativement peu de connexion entre les deux. Non, c'est vrai, quand on est publicitaire dans une grande agence de publicité parisienne, internationale, et ça n'a rien à voir avec une vie d'écriture. C'est très différent. Oui, j'imagine. Et puis, alors après, une de mes dernières questions, ça va être sur les titres, parce que je trouve que les titres aussi sont très forts. Bon, Les Déracinés, puis L'Américaine, puis Et la vie repris son cours. Rien que les titres, finalement, donnent une histoire. Donc, comment est-ce qu'on trouve ce titre? Vous avez justement pensé à ça longtemps? Est-ce que vous saviez qu'il s'appellerait comme ça, au moins le premier? Et puis surtout le dernier, voilà, le dernier, à quel moment est-ce que vous avez trouvé Et la vie a repris son cours? Et la vie repris son cours, c'est simplement c'est une phrase de Joseph Kessel que je trouvais merveilleuse, que j'ai lue dans un livre qui parlait de la Birmanie. Et j'ai trouvé cette phrase tellement belle que je l'ai mise dans les épigraphes du livre. Et ça s'imposait, puisque effectivement, Ruth, après son aventure américaine, va reprendre le cours de sa vie. Et puis, et c'est un drôle d'ailleurs, une drôle de coïncidence avec les événements actuels, que d'avoir un Oui, titre comme ça. Quant au Déraciné, c'est pareil. C'était, si on regarde les épigraphes du livre, on va trouver le pourquoi du comment. C'est notamment une citation de Simone Weil et une autre de Stefan Zweig qui m'ont amené à choisir ce titre-là. Voilà. Donc c'est un titre qui est d'ailleurs relativement galvaudé, on va dire, puisqu'il y a pas mal de livres, dont un livre de Maurice Barrès qui s'appelle Les Déracinés, mais voilà, j'ai pas voulu transiger parce que je trouvais que c'était exactement ce qui s'imposait, mais que je voulais que ce soit un déracinement heureux, ce qui explique d'ailleurs la couverture, qui est peut-être justement le contraire du déracinement, c'est la joie, c'est l'énergie, c'est voilà, et on le retrouve. je voulais souligner aussi les couvertures qui sont très belles et que voilà, il y a un très beau travail qui est fait par les escales sur les couvertures, donc je suis ravie de ces couvertures. Sachant que la couverture de l'américaine, c'est pas celle-là en grand format. On a eu un souci d'adaptation pour Pocket, donc c'est une autre couverture. Mais c'est vrai que pour en venir à l'éditeur, oui, c'est très agréable de lire des livres des escales parce que voilà, il y a un plaisir de lecture de l'objet aussi. Donc c'est vraiment une belle réussite. Euh, alors, c'est aussi très romanesque, il y a beaucoup de souffle, etc. Et on se dit, ah, mais tiens, on aimerait tant que ce soit adapté peut-être à, je sais pas, à la télévision ou en série. Est-ce que vous avez déjà été approché, bien que je pense que ce soit un peu compliqué du point de vue de reconstitution, mais
voilà, est-ce que vous-même, vous aimeriez déjà, pour commencer? Oui, oui, forcément, forcément, puisque moi je connais même les lieux où ça pourrait être tourné. Enfin, je vois l'endroit du décor, je le connais. Que ce soit New York ou que ce soit la République dominicaine, que ce soit Vienne en Autriche, qui est une ville que j'adore. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais choisi des héros autrichiens plutôt qu'allemands. Donc oui, bien sûr, c'est un rêve absolu, mais il semblerait, au dire de certains producteurs que j'ai contactés déjà, que le coût même de la production soit un frein. Donc voilà, donc, mais peut-être, j'aimerais bien, vous n'êtes pas la seule à le dire, parce que je reçois des courriers de lecteurs qui me disent à quand un film, à quand une série, mais finalement je crois que le temps de l'édition est long, mais le temps de la production audiovisuelle est encore beaucoup plus long. Donc, pourquoi pas. Mais on va franchir une première étape qui va aller vers la visualisation, puisqu'on sort bientôt une BD. Ah, Voilà, donc qui sortira en janvier pour le festival d'Angoulême. Donc, c'est une première façon, je dirais, de vraiment incarner les personnages, montrer les décors, etc. C'est peut-être un premier pas, c'est ce qu'on m'a dit, c'est un premier pas vers l'audiovisuel. Donc oui, je serais ravie, et si vous connaissez des producteurs qui veulent mettre quelques millions d'euros sur la table, pourquoi pas. et l'adaptation BD, ce sera quel éditeur et quel dessinateur? C'est encore secret ou pas? Non, 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 c'est plus un secret, puisqu'on a, une nouvelle collection qui sort dans le groupe Editis Edivit, qui s'appelle Phileas. Et finalement, le lancement a été fait jeudi dernier au niveau de la presse, donc c'est plus un secret. Ça l'était encore il y a quelques jours. Donc cette collection s'appelle Phileas, et elle va adapter des romans du groupe principalement. Il y aura aussi des créations. Et les premiers titres sortent en octobre, je crois. Voilà. Et vous avez participé au scénario, à l'écriture du scénario? Alors j'ai écrit le scénario, oui, et oui, parce que c'est un projet que je portais, que je voulais vraiment voir concrétiser, parce que j'avais écrit précédemment un scénario de BD, j'avais trouvé l'exercice absolument extraordinaire, et puis j'aime tellement ces personnages que je veux pas j'avais du mal à imaginer les céder à quelqu'un d'autre. Et le dessinateur s'appelle Vinoc, donc voilà, il est en train de terminer, de mettre la touche au dernier dessin, aux dernières planches, et puis on va passer à la mise en couleur. Alors j'imagine que vous retournez donc régulièrement en République dominicaine. Oui. Est-ce que le fait d'avoir écrit ce livre change quelque chose dans le regard? Est-ce que vous aimez encore plus finalement la République dominicaine? Est-ce qu'il y a quelque chose qui change avant et après, une fois qu'on a écrit Oui, parce qu'on a l'impression, enfin, j'ai l'impression d'appartenir un peu plus à ce pays, qui est mon deuxième pays finalement. J'ai l'impression d'avoir construit quelque chose pour le pays, et enfin d'avoir porté un petit peu, d'avoir fait connaître ce pays autrement. Donc c'est très gratifiant. Et puis ça m'a permis de faire d'autres rencontres. J'ai rencontré ma route, j'ai rencontré finalement quelqu'un de cette communauté que je ne connaissais pas, et je me suis trouvée devant mon personnage tel que je l'avais décrit physiquement. Donc il y a des choses très particulières qui se passent. Voilà, je suis tenue régulièrement au courant de l'évolution des grands événements de la communauté de Sossois. Et puis, il était question qu'on fasse une grande tournée en République dominicaine au niveau des alliances françaises, des écoles, des librairies, des lycées français, mais ça a été remis en cause à cause de notre pandémie. Voilà, donc, mais c'est partie remise, et c'est une façon aussi oui, de s'approprier un petit peu plus le pays. En tout cas, c'est vrai que bon, vous avez dit à plusieurs reprises, et c'est vrai, hein, je pense, que l'on peut lire chaque tome séparément. Néanmoins, je trouve il serait dommage, en fait, de zapper un tome, quoi. En fait, je trouve que voilà, cette épopée, cette saga est tellement magnifique que Oui. je me demande même si on ne peut pas lire finalement dans l'autre sens, hein. C'est-à-dire commencer parce qu'on est tenté par le dernier, puis se dire ah, mais quelle était la vie de Ruth avant et quelle était la vie de ses parents? Qu'est-ce que vous en pensez de lire dans le désordre?
Oui, bah, c'est ce qui se passe en fait, c'est ce dont je me rends compte quand je dialogue avec des lecteurs. Parfois, pour des raisons, par exemple, certains jeunes disent oh non, la période de la Seconde Guerre mondiale, j'ai trop lu, on en a trop parlé, ça me dit rien. Donc, je préfère les années 60 aux États-Unis, donc je commence par l'américaine. Et puis après, ils ont envie de connaître effectivement l'histoire des parents et de savoir d'où elle vient. Quant à l'histoire vraiment contemporaine, les années 80, les années 70-80, c'est le 3e volume qui vient de sortir. Après, effectivement, on peut avoir envie de revenir en arrière. Il y a quelques éléments qui vont un peu divulgacher, je crois on dit, gâcher la lecture. Parce qu'il y a des choses qu'on connaîtra, mais on peut très bien faire machine arrière et revenir effectivement sur le passé. Je pense que c'est. Et puis j'ai pris la précaution aussi pour qu'on ne soit pas perdu de mettre en début de roman la liste des personnages pour qu'on les repère. Donc non, on est libre de faire comme on veut, selon la période qu'on préfère, selon qu'on a envie de lire un livre un peu plus féminin, un peu plus intimiste ou plus historique. Le premier est quand même beaucoup plus documenté historiquement, beaucoup plus historique que les autres qui sont une période, qui traitent une période contemporaine qu'on connaît mieux. Donc voilà. Après, chacun fait à sa façon finalement. En tout cas, vraiment, ces 3 romans sont extrêmement réussis et vous devez certainement avoir de nombreux, très très nombreux retours positifs de vos lecteurs qui vous en demandent et redemandent. Voilà, moi je suis très contente de pouvoir les vendre dans ma librairie et je sais que les autres libraires également. Je vais peut-être laisser justement la parole à Nathalie parce qu'il y a peut-être des auditeurs qui souhaitent poser des questions. En tout cas, merci beaucoup Catherine. Merci Nathalie. Vraiment Nathalie sur le fait que moi j'ai beaucoup aimé aussi et je pense qu'il faut tous les lire et effectivement vous avez très bien travaillé parce qu'on peut les lire dans le désordre et ça c'est vraiment génial et surtout merci en tant que libraire parce que souvent on nous demande des sagas et il n'y en a pas tant que ça et la vôtre vraiment c'est un petit bijou donc merci d'avoir écrit cette saga. Donc je vais reprendre. Il y a un premier message pour vous d'une Nathalie, décidément les Nathalie sont très présentes. Très émouvant de vous écouter parler de vos romans, de cette histoire pour moi qui ne l'ai pas lue. Ça donne vraiment envie de vous lire. Donc ça, c'est le premier message. C'est une très bonne lecture. Ouais, elle a tout à faire là. Je crois que bon moment. Stéphanie demande comment les habitants de la République dominicaine ont accueilli les déracinés, ces déracinés, et quelles relations ont-ils aujourd'hui avec cette communauté? Alors, ils ont accueilli. Alors, déjà, les Dominicains lisent très peu. J'ai dit c'est un peuple hédoniste, c'est un peuple. Ils sont pas très cultivés. Globalement, hein, c'est pas. Ils sont beaucoup sur la plage avec la musique, la danse et le rhum. Hein, bon. Ceux qui ont très très bien accueilli le roman, c'est les membres de cette communauté et je dirais toute l'intelligentsia entre guillemets, sauf que comme il n'est pas traduit en espagnol, c'est un petit peu compliqué. Mais j'ai fait effectivement des radios en espagnol sur place. J'ai rencontré des libraires sur place qui le vendent en français, puisqu'il n'existe pas en espagnol, mais il y a une vraie curiosité et une vraie appétence sur cette histoire, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un pays qui est sorti depuis peu de temps, c'est un pays du tiers-monde dans les années 80, donc c'est un pays qui avait beaucoup plus de soucis au niveau des infrastructures, de tas de choses, de l'éducation, de la santé, que de s'attacher à révéler une miette de son histoire. Et donc, en fait, beaucoup ont découvert cette histoire récemment. Et récemment, il y a vraiment une volonté de faire connaître, parce qu'ils ont aussi digéré la période de la dictature, ça se passe aussi pendant la période de la dictature, et donc ils ont fait le deuil de leur histoire, ils ont fait amende honorable par rapport à leur dictature, et aujourd'hui il y a un véritable intérêt pour cette histoire et la volonté de la faire connaître. D'ailleurs, il y a un musée, il y a eu un documentaire qui a été tourné par l'INA, il y a par exemple, on a été reçu pour le lancement des Déracinés par l'ambassadeur qui a organisé un lancement à l'UNESCO. Donc, c'est dire qu'on attache maintenant une valeur à cette miette d'histoire, à tel point qu'on en a fait des timbres postaux. Donc, il y a quand même un éclairage et
un intérêt pour cette histoire, oui. Et puis en plus, c'est une communauté qui est extrêmement prospère et la plus grande marque de produits, on va dire le Danone local, ce qui s'appelle Sosua Products, c'est l'héritage de la première laiterie, de la première coopérative laitière qu'ont créé ces pionniers. Donc il y a vraiment une histoire qui est aussi liée au développement économique, au développement touristique de la région. Donc tout ça fait que, voilà, aujourd'hui, ils se sont appropriés cette petite miette d'histoire. Pauline voudrait savoir si vous envisagez d'écrire un quatrième opus. Alors oui, je l'ai dit entre les lignes tout à l'heure. Je pense, oui, parce que j'avais dans l'idée d'amener un personnage jusqu'à 101 ans, qui est l'âge auquel est décédé le monsieur qui m'avait raconté cette histoire. Et je me suis dit que ce serait une jolie façon de lui rendre hommage, même s'il n'en saura jamais rien, que d'amener un des personnages jusqu'à cet âge canonique. Et ça bouclerait joliment l'histoire de la communauté. Donc, c'est en cours de... voilà, de... Le métier, le travail, comme on dit, le travail est sur le métier. L'ouvrage est sur le métier. Oui. Alors, Laurence a deux questions, dont la première. À quel moment avez-vous été emporté avec l'impression que cette histoire était en train de se revivre sous votre plume? Et je vous poserai peut-être la seconde après, sinon vous allez oublier. Très vite, en fait. Très vite, à partir du moment où j'ai imaginé les personnages. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils se rencontrent et où ils tombent amoureux, je savais où ils allaient, puisque je connaissais les vrais personnages de l'histoire, je connaissais les faits historiques, donc je savais où ils allaient, mais très vite, effectivement, ils m'ont pris par la main, ils m'ont fait, ces personnages de papier, finalement, m'ont aidé à construire toute l'histoire. Et c'est pour ça que j'ai autant de mal à les quitter aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que ça fait quand même un bon nombre d'années que je vis avec eux maintenant, et ils font partie de mon quotidien. J'ai même passé certaines périodes au moment des déracinés à rêver d'eux, quoi. C'était terrible. Oui, oui, des personnages qui vous habitent vraiment. De votre cerveau, en fait. Comment? Ils vous ont habité ils habitent votre corps, en fait. Ils sont complètement avec vous. C'est pour ça que la BD, par exemple, c'était bien qu'on a travaillé de façon très en vraie symbiose avec Vinoc, mais c'est pour ça que c'était important pour moi d'avoir cette communauté de travail parce que mes personnages, je savais le visage qu'ils avaient. Voilà, donc je savais à quoi ils ressemblaient physiquement. C'est particulier, je n'étais pas préparée à ce genre d'aventure amoureuse avec mes personnages, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et alors moi, j'ai juste envie de rebondir là-dessus en vous demandant, mais comment ça va se passer quand vous allez les quitter? Ça va être une déchirure? Vous pensez à... Non, parce que je vais les laisser heureux et apaisés, j'espère. Donc voilà, non. Et puis il faut grandir hein, aussi. Donc, et puis j'ai envie de raconter d'autres histoires. Donc, mais c'est une... Oui, c'est une belle part de ma vie, de mon imagination. Et, oui. Alors, la deuxième question de Laurent, c'est y a-t-il un moment où on peut sentir qu'on est guidé dans cette écriture? Qu'on est guidé? Oui, qu'on est guidé dans cette écriture. Qu'on est guidé, oui, par la force des choses. C'est-à-dire que moi, comme je le disais, je savais où j'allais, donc je voyais le bout du chemin. C'est-à-dire que je n'ai pas eu à construire énormément de méandres. En tout cas, j'avais l'objectif guidé, soutenu plutôt que guidé, soutenu par des lecteurs, des lectrices amies, par des bonnes volontés, par une éditrice aussi. Mais on est guidé aussi, en tout cas en ce qui me concerne, c'était par l'envie d'arriver à transmettre cette histoire. Donc c'était un impératif qui m'a forcé à donner le meilleur de moi-même, en tout cas j'espère, ce que j'ai essayé de faire. Est-ce que vous avez eu la même éditrice pour les 3 tomes ou pas? Ou vous avez eu un changement d'éditeur? Non, j'ai pas eu, non, c'est toujours aux escales, mais effectivement Caroline Laurent est partie dans une autre maison d'édition. Donc, elle a gardé un œil bienveillant sur mes romans, mais à titre amical, on va dire. Et non, j'ai travaillé avec Anne-Charlotte Sangan, qui était éditrice aux escales, pour les 2 suivants. Voilà. Et ça a été compliqué ce changement d'éditeur ou ça vous a perturbé ou pas du tout? C'est toujours perturbant parce que j'avais une relation assez, comment dire, plus qu'amicale et plus qu'une très très grande confiance en Caroline. Et puis surtout, ce que j'ai raconté, c'est qu'il n'est pas une anecdote, c'est-à-dire sa réponse en moins de 3 minutes
Et elle m'a dit après qu'elle était tout de suite allée voir le Big Boss en lui disant, je crois qu'on a quelque chose qui sera bien. Sa foi immédiate dans l'histoire, sans avoir même vu ce que j'avais écrit, mais bon, j'avais envoyé une dizaine de pages. Ça a créé entre nous une osmose et une façon de travailler qui était très singulière et très harmonieuse. Et qu'effectivement, quand on vous dit au bout d'un an, ben non, c'est plus la même éditrice, j'avais choisi Les Escales en partie pour travailler avec elle. Donc, mais après, j'ai appris à connaître et à travailler d'une autre façon avec une autre éditrice, et ça s'est très bien passé aussi. Donc, c'est une expérience aussi enrichissante et ça montre aussi comment on peut. Ça donne aussi peut-être au roman un autre point de vue, une autre plasticité. Donc, voilà, et dans les façons de travailler aussi. En tout cas, c'est très réussi. Hein. Qu'il y ait eu changement ou pas, c'est très réussi. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et je pense que Nathalie est d'accord avec moi là-dessus. Hein. Oui, absolument d'accord, absolument d'accord. Et on veut bien un quatrième tome. Oui. Peut-être un cinquième. Je ne sais pas. Non, peut-être pas. Je ne sais pas. Nicolas revient sur il reste combien de personnes dans cette communauté en République dominicaine et quelle a été la réaction de cette communauté à la sortie du livre? On en revient toujours. Alors, il reste une vingtaine de familles aujourd'hui qui ont fait souche. Ils sont à la 5e génération. Ce qui se passe en République dominicaine, c'est que très souvent, les familles éclatent et beaucoup vont étudier ou vivre aux États-Unis. Donc, je suis désolée, il y a le téléphone qui sonne chez moi. Donc, combien il en reste exactement, je ne saurais pas le dire, mais il doit rester 200-300 personnes. Mais beaucoup vivent en partie aux États-Unis. Bon, c'est une vingtaine de familles. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont des gens qui comptent aussi dans la communauté, puisque le maire, par exemple, de la ville de Sossois, qui est aujourd'hui une très grosse station touristique, est une des descendantes de ces pionniers. Voilà. Donc, c'est aussi, par exemple, un élément que j'ai envie d'intégrer dans un éventuel futur roman. C'est une femme, et c'est une femme qui dirige, et ça fera plaisir à Nathalie, parce que ça pourrait peut-être être notre Rousse. C'est une femme qui est devenue le maire de cette grande ville, et voilà, qui est une ville qui est partie de rien d'ailleurs. Donc, ils sont peu nombreux, mais beaucoup sont partis après la fin de la guerre, hein, puisque pour eux, c'était une étape. Mais ceux qui sont restés ont fait souche. Ce sont souvent des hommes qui sont mariés avec des dominicaines. Et donc, c'est aussi l'exemple d'un métissage réussi. Parfait. Il y a encore une question de Laurence, point de vue historique. Comment les Dominicains ont accueilli les Juifs immigrés et connaissent-ils leur histoire et quelles relations ils ont aujourd'hui avec eux? Alors, les Dominicains, par nature, sont des gens extrêmement accueillants. Donc, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'époque, c'était un pays de 2 millions d'habitants. Aujourd'hui, il y en a 12. Vous voyez, ils sont arrivés dans un endroit qui était absolument désert, qui correspond à un petit département français que les Américains avaient acheté. La terre avait été achetée au dictateur qui se l'était appropriée, donc qui au passage a fait une bonne opération financière. Et donc on les laissait tranquilles dans ce territoire qui leur appartenait. Et puis très vite, ils se sont intégrés aux petites communautés locales parce qu'ils ont donné du travail à ces gens-là et qu'ils les ont fait bénéficier de leur école, de leur hôpital, de leur maternité. Et donc forcément, les Dominicains étaient extrêmement contents et très accueillants parce qu'il y avait un véritable échange. Donc ça s'est plutôt bien passé, ils sont bien intégrés. Et ceux qui ne se sont pas bien intégrés, d'ailleurs, sont repartis. D'accord. Là, je crois que je n'ai plus de questions, donc je vais vous poser une question moi. Est-ce que, éventuellement, Catherine Bardon pourrait faire un conseil lecture aux lecteurs qui nous regardent? Alors oui, j'avais un petit conseil lecture sur un roman historique, sur un personnage qu'on ne connaît pas très bien, que moi je ne connaissais pas. Voilà, donc c'est Mousseline la Sérieuse de Sylvie Hiver, et qui raconte la vie de la fille de Marie-Antoinette. Donc, l'unique rescapée de la Révolution. Et sa vie, c'est une femme qui a été quand même assez éprouvée dans sa jeunesse et évidemment avec cette terrible épreuve du Temple. Et puis, toute sa vie, c'est bien écrit, on apprend plein de choses et ça se dévore. Donc voilà,
un petit conseil de lecture roman historique. Et puis j'en avais un deuxième, mais je n'ai pas la couverture. Voilà, je vous l'avais dit. Ça a été mon coup de cœur de l'année dernière. C'est vraiment le livre qui m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps l'année dernière. C'est une magnifique traversée des États-Unis des années 60 aux années 2000, avec des personnages masculins absolument fabuleux. C'est une histoire d'amitié comme on en rencontre peu. C'est des histoires d'amitié au pluriel et d'amour incroyables. C'est vraiment, c'est magnifiquement écrit. Pour moi, ça a été un grand coup de cœur. Parfait. Nathalie, un conseil lecture? Oui, alors moi je vais rester aussi dans le roman historique, mais un peu plus proche de nous. Je vais parler de Isabelle Autissier qui a écrit Oublier Clara. Voilà, et donc elle retrace en fait l'histoire d'un jeune homme qui est d'origine russe, qui est parti, qui a émigré aux États-Unis et qui revient dans les années 80 à la mort de son père lui demandant d'aller à la recherche de sa grand-mère, laquelle a été évidemment déportée. Et pour ce jeune homme, c'est aussi l'occasion de revisiter, de revoir toutes ces années, d'aller à la recherche de sa grand-mère, le goulag. Voilà. Et il faut ajouter que ce jeune homme est ornithologue. Il y a de formidables descriptions des oiseaux dans ce roman. Isabelle Autissier est une vraie romancière très talentueuse. Catherine, est-ce que vous pouvez donner le titre du livre de Sylvie Hibert, parce que nos lecteurs... Alors, le titre du livre de Sylvie Hibert, Mousseline la sérieuse. C'est comme ça que l'appelait sa mère. Et l'autre, Une vie comme les autres. Parfait. Alors moi, je suis allée rechercher un livre d'un auteur qui nous a quittés aujourd'hui, qui est un fabuleux roman pour ceux qui ne l'ont pas lu. C'est vraiment un merveilleux roman d'apprentissage. Ça se passe à Barcelone dans l'après-guerre civile. C'est l'histoire de l'amour avec un grand A, de l'amour des livres, de la littérature. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon. Ça commence comme ça en fait. Son père est libraire et il l'amène dans un endroit très curieux dans le quartier gothique de Barcelone, dans un endroit qui s'appelle le cimetière des livres oubliés, et il lui demande de choisir, il doit choisir, c'est une tradition, il doit choisir un livre, voilà. Et lui, il choisit L'ombre du vent. Je n'en dis pas plus, mais je vous conseille de lire ce petit bijou parce que vraiment, c'est magnifique. Voilà. En tout cas, moi, je voudrais dire aux lecteurs qui nous ont écoutés ce soir qu'il faut absolument aller en librairie à la Garenne-Colombe chez Nathalie, soit à la librairie Charlemagne à Toulon, soit à la librairie Doucet au Mans, soit à la librairie Saint-Pierre, qu'on salue d'ailleurs. Il y a des lecteurs de la librairie Saint-Pierre qui sont là, on les salue aussi, à Senlis, au café librairie Carigno à Paris, à la librairie Les Beaux Titres à Levallois-Perret et des vagues et des mots à Ouistreham pour se procurer d'urgence le livre de Catherine Bardon Et la vie reprit son cours et les précédents. Donc je vais remontrer Les Déracinés, l'américaine, et si Nathalie peut montrer le visuel, parce que je ne l'ai pas moi, je l'ai qu'en numérique. Donc, voilà. Et la vie reprit son cours. Voilà. C'est important, c'est aux escales, c'est sur les tables de librairie, vraiment je vous le conseille, vous en avez pour, voilà, c'est une merveilleuse saga. En tout cas, je voudrais vous remercier mesdames. Avant de vous donner le mot de la fin, demain on va se retrouver dans un univers complètement différent. On va retrouver Bernard Mignot pour un thriller très glaçant. On va se retrouver dans une vallée pyrénéenne, pas loin de chez moi. Ça va être terrible, mais en tout cas, voilà. Je voulais vous remercier en tout cas, Catherine, d'avoir été avec nous ce soir pour parler si merveilleusement de votre livre. Merci Nathalie d'avoir si bien animé cette rencontre. Je vais vous laisser le mot de la fin avant qu'on se quitte. Moi, je vous remercie de m'avoir accueilli, de m'avoir donné l'occasion de parler de ces livres. J'attends que la vie reprenne son cours et je souhaite de belles lectures d'été à tout le monde. Merci Catherine. Nathalie, à bientôt. J'espère que vous viendrez animer une prochaine rencontre. Ça sera bientôt d'ailleurs, je crois. Avec grand plaisir. Voilà. Et merci Catherine. Merci pour vos livres qui sont vraiment importants. Merci Nathalie. Merci.